Bienvenue et merci à tous et à toutes pour votre participation à ces webinaires professionnels proposés par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis qui fêtera cette année ses 40 ans. 2 journées riches de plus de 80 rencontres qui sont consacrées à l'édition jeunesse, à prolonger dès mercredi prochain 27 novembre jusqu'au 2 décembre à Montreuil avec un vaste festival littéraire et 400 exposants. N'oubliez pas de télécharger votre accréditation professionnelle sur slpj.fr qui vous permet d'accéder à l'événement durant toute sa durée. Nous vous attendons nombreuses et nombreux et je vous laisse avec les éditions nouvelles sur le thème Les grandes autrices de la littérature jeunesse anglophone. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour discuter de 6 grandes autrices de la littérature jeunesse. Donc, je vais partager notre présentation PowerPoint. Nous allons vous présenter donc 6 grandes autrices, mais avant toute chose, donc, on va se présenter. Donc, je suis Keren Eisenzweig, la directrice éditoriale des éditions Nouvelles. Et je suis donc Romaric Moisse, éditeur au sein des éditions Nouvelles et plutôt modérateur dans cette discussion. Tu seras la spécialiste, car je le précise, Keren est américaine et passionnée évidemment de littérature jeunesse, donc ça lui donne toute l'expertise dans ce domaine. Effectivement, et donc les éditions Nouvelles, on a été fondé très récemment, en janvier 2023. On est spécialisé dans la traduction et le partage de livres phares, emblématiques, américaines et britanniques. On a commencé donc avec la série Les Enfants Boxcar. C'est une série que j'ai lue quand j'étais enfant, voilà, c'était ma série préférée. Et quand j'ai découvert que cette série était inconnue en France, j'ai voulu voilà, fonder cette maison d'édition pour la faire découvrir aux jeunes Français. Donc, on reviendra un peu plus tard sur cette série, mais on va donc commencer. Voilà. On va vous faire découvrir 6 autrices aujourd'hui. On va Voilà. en tout cas mettre le projecteur sur 6 autrices qui ont une influence dans la littérature jeunesse américaine. Et pour ce faire, nous allons le faire sous forme de petits jeux. On va vous donner un indice à chaque fois avant de dévoiler qui est l'autrice dont on va parler. Je ne sais pas si vous pouvez, dans le Q&A, dans le question-réponse, discuter, mais en tout cas, si vous voulez participer là-dedans et nous donner la réponse si vous la trouvez, n'hésitez pas. Soit le nom de l'autrice, soit l'œuvre phare, soit les deux. Absolument. Voilà. Et donc, je vais commencer tout de suite avec notre premier indice, donc le titre de son œuvre phare. Donc, nous cherchons une autrice. Le titre de son œuvre phare a été repris par Pete Doherty, donc rockstar du début des années 2000, et son groupe Les Libertines. Voilà, donc vous pouvez soit essayer de deviner le nom de l'œuvre, soit l'autrice. Évidemment, ce sont des œuvres qui sont justement pas très connues en France, voire inédites. Donc, si vous ne trouvez pas, il n'y a pas de souci, on comprendra. En tout cas, à travers cet indice, on peut déjà voir que on peut se rendre compte de l'influence qu'a eu ce roman, puisque Pete Doherty l'a repris tel quel, ce titre. Et il s'agit de What Katie Did. De l'autrice Susan Coolidge. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les Libertines. Moi, j'adorais cette chanson quand j'étais adolescente. C'est en fait, c'est inspiré du roman éponyme, donc What Katie Did, un roman qui est apparu en 1872. Donc, c'est vraiment dans les lignées des 4 filles du docteur Marsh. Pour Louisa May Alcott, Susan Coolidge s'intéresse à la vie rurale. Elle met les personnages au centre de ses récits. Et donc, What Katie Did, c'est vraiment une œuvre phare très connue à la fois aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Roman qui est paru quand? En 1872. Et donc, c'est un récit vraiment féministe avant l'heure, puisque l'héroïne, Katie Carr, est très. Voilà, elle refuse de se conformer aux attentes de son époque. Et voilà, c'est une héroïne qui a inspiré voilà, beaucoup de personnes dans la culture populaire. Donc, à la fois, donc, il y a cette chanson dont on vous parlait, What Katie Did. La série télé Lost a nommé 2 épisodes de la série après ce roman. Donc, il y a What Kate Did et What Kate Does. Il y a aussi un film de Jim Jarmusch, Coffee and Cigarettes, qui référence ce roman. Et également une bande dessinée d'Alan Moore, donc, qui est le créateur de Watchmen, qui a aussi fait La Ligue des Gentlemen Extraordinaires.
qui met en avant des personnages emblématiques de la littérature du 20e, ou du 19e siècle, pardon. Donc, par exemple, il met en avant Sherlock Holmes, mais il met aussi en avant Katie Carr. Donc, c'est pour vous montrer à quel point ce personnage est important aux États-Unis et en Grande-Bretagne. The Guardian a une citation d'ailleurs qui résume bien l'importance qu'a eu ce roman. The Guardian donc dit: Katie Carr reste l'une des grandes héroïnes de la littérature jeunesse, aux côtés de Jo dans Les 4 filles du Docteur March ou d'Anne de Green Gables. Ce récit d'une enfant turbulente qui gagne en maturité se lit avec la même vivacité et perspicacité qu'à sa première publication il y a plus de 130 ans. Donc, si vous aimez Les 4 filles du Docteur March, si vous aimez Louisa May Alcott, si vous aimez Lucy Maud Montgomery, vous allez adorer Katie Carr. C'est l'histoire d'une jeune fille qui grandit au sein d'une fratrie nombreuse et on suit vraiment son quotidien. À un moment, elle va traverser des épreuves puisqu'elle va être handicapée. Tout cela est montré avec beaucoup, beaucoup de modernité alors que le livre est apparu en 1872 et on va le publier aux éditions Nouvelles en avril au sein d'une nouvelle collection de beaux livres, Les trésors de la littérature anglophone, donc des couvertures rigides, tissées, des traductions vraiment fidèles, mais avec un style assez moderne qui va plaire aux enfants d'aujourd'hui et même pas juste aux enfants. C'est vraiment un livre pour tous les âges. Voilà, donc on vous propose de découvrir ce roman prochainement pour la première fois en France. Voilà. Vous pourrez découvrir le roman qui a inspiré tant d'artistes par la suite en Angleterre et aux États-Unis. C'était américain. Hein, Oui, voilà, tout à fait, c'est américain. Et on passe au suivant? Oui. Alors, prochain indice. Le prochain indice, c'est donc avant Anne qu'on a mentionné juste avant, il y avait Rebecca. Alors, si vous êtes comme nous fans de Monsieur Toussaint Louverture, vous allez tout de suite comprendre que quand on parle d'Anne, on parle de Anne de Green Gables. Mais Rebecca est donc bien moins connue aujourd'hui en France, même si elle a eu un petit historique. Donc, n'hésitez pas dans le questions et réponses à... Si vous connaissez, mais je ne sais pas si ça marche en fait, questions et réponses. En tout cas, vous pouvez jouer chez vous. Voilà. Évidemment, ce sont des livres pas très connus justement, donc si vous ne savez pas, c'est normal. C'est bien normal et on est là pour vous en parler justement. Et donc, qui a inspiré Anne de Green Gables? Eh bien, c'est Rebecca. Sunnybrook Farm. Donc, c'est une œuvre parue plusieurs années, enfin quelques 5 ans avant Anne de Green Gables. C'est une œuvre américaine écrite par Kate Douglas Wiggin, qui est à la fois une autrice célèbre, mais aussi quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour l'éducation. C'était vraiment le combat de sa vie. Elle a créé la première école maternelle gratuite en Californie et elle ressentait l'importance de l'éducation. Et donc, en fait, ces œuvres aussi mettent en lumière cette importance. Mais en tout cas, si vous êtes fan de Anne de Green Gables, Emily de New Moon, sachez que c'est Rebecca of Sunnybrook Farm qui a vraiment lancé le genre et qui a énormément influencé l'écriture de ces deux séries. D'ailleurs, quand Anne Anne de Green Gables apparue dans la presse, on disait c'est la version canadienne de Rebecca. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui va partir vivre chez deux tantes et qui va, voilà, deux tantes qui sont assez austères et qui va, par son imagination, sa créativité, son optimisme, vraiment améliorer son quotidien et adoucir ses tantes. Donc il y a peut-être encore plus de similarités même avec Emily de New Moon. Donc c'est une héroïne qui est vraiment lumineuse, qui est libre. Il y a aussi un côté de mise en avant de l'éducation, l'importance pour Rebecca de poursuivre son éducation si elle veut améliorer sa propre vie. Contrairement peut-être à Anne et à Emily, donc Lucy Montgomery disait même qu'elle savait que les fins de ses livres étaient un peu trop optimistes, mais bon, qu'il fallait bien plaire aux enfants. Rebecca se distingue peut-être par son réalisme, parce que même jusqu'à la fin, enfin, sans trop vous dévoiler l'histoire, voilà, elle va pas non plus réussir à complètement changer sa tante très austère par son optimisme. Ça reste un roman qui est vraiment ancré dans le réalisme, mais avec la même poésie, la même ode à la nature qu'on retrouve dans Anne et dans Émilie. Là encore, donc ça, ce sera pour le découvrir. Voilà, on va le publier donc dans notre même collection, Les trésors de la littérature anglophone, en octobre 2025. Donc ça va vraiment être notre titre
pour Noël. Et tu parlais des similarités avec Anne de Green Gables. Elles sont vraiment poussées, ces similarités? Très poussé, il y a même des passages qui sont presque identiques, mais à l'époque, on ne parlait pas de plagiat et on n'en parle toujours pas. C'était vraiment considéré comme quelque chose de positif. Mhm. Et Presque un même, hommage. voilà, c'était vraiment un hommage. Et on disait dans la presse, c'est la version canadienne de Rebecca. Donc en fait, c'est vraiment. Donc Rebecca est américaine, Anne de Green Gables, c'est sa Tout cousine à fait. canadienne, en fait. Anne et Mélie sont donc canadiennes, écrites par Lucy Maud Montgomery. Et donc Rebecca, ce sera à découvrir toujours dans notre série Les Les trésors de la littérature anglophone. Et on va continuer avec le prochain indice. Et donc, on quitte le continent américain, direction la Grande-Bretagne pour découvrir cette autrice phare, cette autrice qui est adorée de C.S. Lewis, de Tolkien, de H.G. Wells, de J.K. Rowling et de tant d'autres. Elle est culte. Cette, Si vous suivez un petit peu les éditions nouvelles, vous pouvez sans doute deviner de qui il s'agit. Nous l'avons mise à l'honneur. Voilà, en 2024, nous l'avons mise à l'honneur parce qu'en fait, c'était l'année de c'était le centenaire de sa disparition. Donc, elle est décédée en 1924 et donc on voulait vraiment lui rendre hommage cette année. Et sans plus attendre, je vois pas de réponse, hein, donc je pense qu'on va jouer juste entre nous. Tu vas deviner Et si tu vas donc, deviner. la réponse est évidemment Edith Nesbit, on a donc publié 3 de ses œuvres phares cette année. Et ici, on vous donne donc 4 bonnes raisons de la lire. Elle est considérée comme ayant inventé le roman jeunesse moderne, avec le titre donc déjà publié aux éditions nouvelles, Les mésaventures de l'illustre famille Bastable. En anglais, c'est donc The Story of the Treasure Seekers, The Bastable Children in Search of a Fortune. C'était encore plus long en anglais. En fait, c'est le premier livre où on met en avant vraiment des histoires pour enfants, mais très réalistes, ancrées dans le réalisme, des enfants qui sont loin d'être parfaits, qui se chamaillent entre eux. Ce roman a été écrit à la toute fin du 19e siècle, 1899, et donc ça a vraiment révolutionné le genre, et donc c'est pour ça qu'on considère souvent Nesbit comme la première autrice jeunesse moderne. Et non seulement ça, mais elle a aussi écrit le premier roman fantasy pour enfants moderne, puisque là, donc, ça reste très ancré dans le réalisme et il y a des éléments de magie qui vont intervenir dans le récit. Et donc là, on considère que c'est La dernière fée des sables, ou en anglais, le titre c'est Five Children and It, qui a inventé ce genre. C'est une autrice qui a énormément inspiré tous les plus grands auteurs contemporaine. Et son influence est énorme. Énorme. Tolkien disait d'ailleurs que c'est à l'âge de 7 ans, quand il a lu une de ses histoires, qu'il a décidé de devenir écrivain. On retrouve le même style très humoriste chez Lemony Snicket. C.S. Lewis disait que c'était son auteur préféré. Voilà, vraiment. Voilà, elle est vraiment. C'est grâce à elle en fait que on a la riche culture littéraire qu'on a aujourd'hui. Et non seulement ça, mais sa vie personnelle était absolument passionnante. Elle a cofondé le parti qui deviendrait le Parti travailliste. On ressent vraiment cet esprit, ce regard socialiste, égalitaire dans ses romans. C'est vraiment aussi là un écart sur ce qui se faisait à son époque, parce que vraiment pour elle, tout le monde était, tout le monde était égal. Voilà. Donc là, quelques citations que vous pouvez regarder, même si on a on va avancer, mais des auteurs que vous aimez tous et qu'on aime tous et qui parlent d'Edith Nesbit, qui disent à quel point. Donc tous ces auteurs majeurs, plus que majeurs d'ailleurs, du XXe siècle se réfèrent à Edith Nesbit comme étant l'autrice que j'adore. On s'incline jusqu'au sol en admiration devant son talent artistique. Enfin voilà, ce sont des éloges, de beaux éloges. Et Télérama, c'est également, suite à l'apparition de nos 2 premiers titres, Télérama s'est beaucoup intéressé à... un bel article sur Edith Nesbit. Grâce à Raphaël Bott, dont on remercie. Donc c'est vraiment un article très intéressant qu'on vous invite à découvrir sur le site de Télérama, qui va vraiment en détail présenter la vie et l'œuvre d'Edith Nesbit. Ouais. Donc, on va continuer. Donc, c'est vraiment notre projet de continuer de publier Edith Nesbit dans notre bibliothèque Edith Nesbit. On prévoit encore 2 titres en 2025
Et voici encore une fois une citation du Gordon qui est vraiment, vraiment fort Je la lis pour... pour ceux qui n'ont pas bon. décalé. Bon, on vous laisse la lire. Donc voilà, près d'un siècle avant que J.K. Rowling n'invente Harry Potter, Edith Nesbit avait introduit le fantastique et la magie dans la littérature pour enfants avec des romans tels que La Dernière Fée des Sables et Le Phénix et le Tapis Magique. Dans ces romans, il y a un mélange délicieux de l'ordinaire et du magique, comme si, en ancrant fermement sa fiction dans un monde réel, Nesbit rendait le fantastique d'autant plus possible. Le Guardian. Voilà. Et donc, voilà, Edith Nesbit, c'était vraiment... Et donc, Le Phénix et le Tapis Magique, qui est également inédit, donc le dernier livre qu'on a publié, donc Les Enfants du chemin de fer, qui est peut-être considéré comme son roman le plus phare, si on devait choisir, mais évidemment, c'est impossible de choisir. Donc, il était Les complètement Enfants du chemin de inédit. fer en anglais, c'est... The Railway Children, qui était complètement inédit jusqu'à ce qu'on le publie en octobre. Et Le Phénix et le Tapis Magique, et là, un roman avec des éléments donc, de fantasy qui va paraître en 2025 et qui est lui aussi inédit pour l'instant en France. Donc là, c'est ce que je viens de dire, mais on le refait. Ouais. On le remet. Et tous nos livres, vous pourrez les trouver, j'en profite pour le dire parce qu'on est à mi-chemin, sur notre stand. Sur notre stand, tout à fait. Donc, on sera bien au Salon de Montreuil. On vous le rappellera à la fin. Passez nous voir d'ailleurs. Passez nous voir. Vous pouvez nous poser des questions apparemment sur le chat. Mais d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On va prendre un petit temps à la fin pour y répondre, des questions ou des commentaires d'ailleurs. Et donc, notre stand, c'est bien donc le D26C. Voilà. Ouais, Et c'est au premier étage. Au premier étage. Passez nous voir. Nous aurons plaisir de vous répondre s'il y a des questions. Et nous allons passer à la prochaine autrice. Et donc l'indice qui s'affiche chez vous, après donc Edith Nesbit, découvrez une autre autrice culte en Grande-Bretagne. Et cette fois-ci, cette autrice est ancienne actrice de théâtre. Et on le mentionne parce que ça lui a peut-être donné des idées pour son œuvre phare. Son œuvre phare. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à mettre dans la question-réponse soit l'œuvre, soit l'autrice. Donc voilà, le fait qu'elle soit actrice l'a inspirée probablement pour... En tout cas, on retrouve dans ses romans sa passion pour la scène et les planches. Donc, je donne et donc, c'est parti. La réponse, c'est... Noel Streatfeild. Si vous ne la connaissez pas, c'est normal. Elle est presque... Enfin, je crois qu'il y a eu une publication d'un livre mineur qui a été faite en France, mais enfin, elle a quelques œuvres phares. Et l'œuvre la plus importante est complètement inédite. Il s'agit donc de Ballet Shoes. Et donc, voilà. Donc, Noel Streatfeild a eu toute une carrière d'actrice et de comédienne au théâtre avant d'écrire son roman, donc elle s'en inspire vraiment. Et c'est l'histoire de trois sœurs, en fait, c'est trois orphelines qui se retrouvent adoptées dans la même famille. Lorsque leur famille commence à connaître des difficultés financières, les trois sœurs vont intégrer une école de ballet, de danse et de théâtre. Et elles vont essayer de devenir indépendantes et d'aider leur famille. Voilà. Et donc, on suit en fait leur quotidien dans l'univers de la danse et du théâtre. Ça reste vraiment réaliste, mais il y a aussi ce côté de rêve que voilà, les enfants aussi qui lisent vont vouloir aspirer à ce milieu également. Voilà. Donc là, si vous reconnaissez une des personnes, c'est normal parce que c'est Emma Watson qui est donc qui a une des nombreuses adaptations à l'écran de ce livre. Alors, on va écrire les trois sœurs fossiles. Les trois sœurs fossiles, bon, c'est le nom des sœurs. Mais effectivement, en français, donc on va traduire ce livre et on va le publier. Donc, il est déjà traduit, mais on va le publier dès janvier. Et on a décidé d'aller dans une autre direction pour le titre parce que, en fait, le titre Ballet Shoes pourrait être considéré comme étant un peu trompeur. Seulement une des filles s'intéresse à la danse, une autre fille s'intéresse au théâtre et la troisième s'intéresse à l'aviation. Et c'est d'ailleurs ça qui est assez intéressant, c'est que vraiment la lectrice ou le lecteur va pouvoir s'identifier à un de ces personnages. Et donc, on voit cette image, elle est tirée d'un film. Voilà, c'est un film. Donc, en fait, c'est une œuvre qui est majeure en Angleterre. Il y a eu de nombreuses adaptations. Comédie musicale aussi. Non, mais en tout cas, il y a eu des films. Oui. De nombreuses adaptations et c'était complètement inconnu en France. Oui, c'est inédit.
Donc voilà, là, Et donc, d'ailleurs, le là, une Guardian dit citation. de ce livre, si Citizen Kane est le film incontournable pour tous les cinéphiles, alors Ballet Shoes doit être le livre essentiel pour les lectrices. Je l'ai lu d'innombrables fois et c'est un livre qui reste merveilleusement pertinent. Donc voilà, selon le Guardian, c'est le Citizen Kane des livres jeunesse. Donc c'est quand même pas mal comme citation et comme référence. Mais voilà, en tout cas, voilà, le Ballet Shoes est un monument outre-Manche et c'était absolument inconnu en France. Donc voilà, ce sera désormais chose réparée et connue grâce donc à ce roman que l'on publie donc sous le titre français Le Serment des Sœurs Fossiles. Voilà, donc pour la raison qu'on a dit qu'on a choisi de changer le nom, mais voilà, les ayants droit anglais trouvaient le nom vraiment génial. Donc pour eux, c'était super de changer de cette manière. Évidemment, on va garder quand même le Ballet Shoes bien mis en avant parce qu'on imagine qu'il y a pas mal de gens qui connaissent quand même ce livre sous sa version anglaise. Et donc là, je continue Eh bien, avec prochain indice. Donc là, nous retournons aux États-Unis. On va parler de deux autrices qui ont défini la littérature jeunesse américaine, mais là, focus sur une autrice et il y a un indice chez vous. L'indice, c'est la photo. L'indice, c'est la photo, évidemment. Cette photo donc d'un wagon, on pourrait dire, d'un wagon rouge qui peut-être vous rappelle quelque chose. Alors, en tout cas, ce wagon, il existe réellement. C'est pas une photo au hasard d'un wagon qu'on a prise. C'est un musée, car l'autrice dont on vous parle est culte aux États-Unis. Elle a donc un musée. Ses personnages sont voilà, c'est un musée qui, pour l'autrice et pour sa série phare, que vous connaissez peut-être, parce que c'est Gertrude Chandler Warner. Voici l'autrice dont on parle et elle est plus connue pour sa série de romans The Boxcar Children ou en français Les Enfants Boxcar. Donc, Les Enfants Boxcar, c'est vraiment la série qui a lancé les éditions nouvelles, donc vous la connaissez peut-être. Et en fait, c'est notre best-seller. Voilà, c'est notre best-seller. C'est aussi un best-seller aux États-Unis puisqu'il y a plus de 80 millions de ventes. Donc, 80 millions, c'est absolument énorme. Il n'y a pas un enfant américain qui ne connaît pas. Les bibliothèques en sont remplies. Il y a des rayons entiers consacrés uniquement à cette série parce qu'il y a combien de tomes? 160. Voilà, 160 tomes. Et il en sort en encore. plus des séries dérivées. Donc, et des séries dérivées, des spin-offs concentrés sur certains personnages. C'est absolument énorme et c'était absolument inédit en France. Donc, c'est encore un oubli une fois, qu'on ne s'explique vraiment pas. En tout cas, mais voilà. Et donc, en fait, Gertrude Chandler Warner était enseignante. Elle avait remarqué une problématique de l'époque qui continue à être une problématique aujourd'hui. C'est-à-dire que les enfants, ils avaient du mal avec la lecture. Et en plus de ça, ils ne sortaient pas souvent. Enfin, de moins en moins, en fait, ils restaient beaucoup à l'intérieur. Et donc, elle a écrit cette série, en fait, pour réparer ces problèmes. C'est-à-dire qu'elle a écrit une série avec un style extrêmement simple, avec des aventures en plein air. Quand on dit ça, c'est pas simpliste, hein, mais c'est un vocabulaire accessible. Par exemple, dans le tome 1 américain, le vocabulaire était limité à 300 mots de vocabulaire. Donc vraiment, enfin, mais c'était des histoires qui étaient quand même donc la complexes. prouesse, avec si peu de mots, de réaliser une histoire aussi attachante et prenante. Qui est vraiment inspirée là aussi de son imagination d'enfant. Elle n'a jamais oublié que quand elle était petite, elle était souvent souffrante. Elle avait un chemin de fer qui passait juste à côté, qui était juste à côté de sa maison, et donc elle passait beaucoup de temps à observer les trains. Et même une fois, elle a regardé dans un wagon de marchandises et elle a vu une petite, elle a vu des étagères, elle a vu des petites choses et ils sont restés dans sa mémoire et elle s'en est vraiment inspirée. Donc, en fait, c'est pas seulement le style simple, les aventures en plein air, c'est elle a toujours réussi à se rappeler de ses rêves et de son imagination d'enfant. Et elle a réussi à le transformer en une série où chaque histoire, en fait, répond vraiment à ce que les enfants, les rêves des enfants, en fait.
Ouais, de l'origine, c'est que ce boxcar, dans le boxcar en anglais, c'est un wagon, va servir de cabane dans la première histoire, de cabane aux enfants qui vont donc se l'approprier, vivre des aventures assez, encore une fois, simples, mais au plein air. Et c'est des choses qui plaisaient à l'époque dans les années 40, 50 et qui continuent de plaire aujourd'hui aux États-Unis. Mais quand on l'a publié, on a vu aussi l'engouement et les petits enfants français, même s'ils sont qu'ils soient en ville, qu'ils soient partout, ils sont passionnés par cette histoire, ils veulent vivre ces aventures et c'est ça qui fonctionne. Donc c'est vraiment une histoire. Et puis c'est aussi la fratrie elle-même, les enfants. Il y a cette entraide, il y a cette bienveillance. Enfin, chaque enfant a son rôle à jouer, a son importance au sein de la fratrie. Et voilà, donc il y a beaucoup d'amour et ça fait du bien en fait. C'est vraiment une série qui fait énormément de bien. Ouais, et qui traverse Exact. les âges et les continents aussi, parce que Voilà. Mais voilà, donc on vous donne rendez-vous en mai pour le 6. Oui, sixième tome. On est déjà au sixième tome. voilà, on en a Bon, déjà on a encore. 5 parus. Voilà. Le cinquième est paru Il est paru en octobre, tout en octobre, récemment. voilà, tout récent. Donc, le mystère de Rosefield. Donc, si vous ne l'avez pas encore découvert, Ok. sinon, vous pourrez nous rendre Il visite. reste encore 20 minutes, donc on a le temps si tu as autre chose à dire à propos des enfants boxcar. Je pense qu'on n'a plus trop besoin de la présenter, mais en tout cas, si vous venez nous voir au stand, on serait ravis. Et l'illustratrice sera également présente assez souvent euh, au stand de vendredi, samedi et dimanche. L'illustratrice qui est l'excellente. Marlène Merveilleux. Voilà. Donc, si vous voulez On a les vous horaires. faire. Alors, on a les horaires. Donc, si vous allez sur notre Instagram qui est Édition Nouvelle, on a déjà partagé donc, les horaires et vous pourrez aller voir. Et on serait ravis de vous en parler davantage sur le stand. Alors, La dernière autrice sur laquelle on va mettre un coup de projecteur aujourd'hui, vous la connaissez peut-être et en tout cas vous connaissez peut-être une de ses créations. voilà, C'est un indice c'est un indice, c'est le visuel original original, tout à qui fait, date de qui à date peu près des années 50. des années 50, très bien. Et donc, j'ai toujours pas de réponse à mes questions, mais en tout cas, on va passer à la réponse sans plus attendre. C'est donc Charlie Cleary. Alors, le visuel qu'on vous a montré, parce qu'on s'est dit que peut-être que vous reconnaîtriez, c'est parce que c'est une série qui a été publiée longtemps en France, qui est d'ailleurs toujours publiée à l'école des loisirs. Il s'agit de Ramona la Peste ou Ramona Quimby. Mais la première série de cette autrice est complètement inédite en France. Henry Huggins. Et en fait, Ramona Quimby, c'est une sorte de série dérivée de Henry Huggins parce qu'elle fait sa première apparition dans la série de Henry Huggins. Et donc voilà, c'est une autrice qui est plus récente que les autres déjà et qui a vraiment marqué on a l'imaginaire. été chronologique depuis Voilà, le début. c'est Je sais pas si on l'a chronologique. précisé, mais Ouais, donc là, c'est la plus récente. c'est la plus récente, qui est vraiment une des autrices contemporaines, enfin, de la dernière partie du XXe siècle, voilà, qui met en avant des personnages très réalistes, beaucoup d'humour. C'est raconté à hauteur d'enfant, mais il y a beaucoup d'humour et de second degré. Mais ça met aussi en avant le petit côté petite ville américaine des années 50 et 60. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très, voilà, il y a beaucoup de nostalgie, mais ça reste très, très drôle. Elle a écrit, donc elle a été reçue des distinctions prestigieuses, dont le Newbery Medal, qui est sans doute, c'est une des récompenses les plus prestigieuses qu'on peut avoir en littérature jeunesse aux États-Unis. Voilà, c'est quelqu'un, donc c'est une autrice que vous connaissez peut-être parce qu'elle a quand même été pas mal publiée en France, mais il y a cette série inédite qu'on aimerait publier prochainement. Rien n'est encore confirmé. Là, j'ai un petit peu. Ouais. Voilà, là, j'ai de l'avance sur, sur les visuels. mais effectivement, donc Henry Huggins, c'est donc un garçon qui va vivre des aventures avec son chien Ribsy, pardon. Et donc c'est voilà plein de petites aventures du quotidien. C'est un enfant qui est assez ordinaire, mais il y a beaucoup d'humour, il y a des petites choses qui se passent et c'est juste très 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 amusant à lire. C'est vraiment un univers qui fait du bien et on a envie de s'y plonger et d'y rester. Voilà. Donc c'est une série que l'on prévoit de publier dans un futur proche, un futur qui n'est pas défini, mais qui le sera, donc On restez au courant. l'espère, voilà. Stay tuned, comme on dit en anglais. Exactement. Voilà.
Eh ben, super. Et donc, Voilà. Je vois en plus qu'il y a une question, donc ça c'est super. Mais en tout cas, voilà, on va passer maintenant à la partie questions-réponses. N'hésitez pas s'il y a des questions ou si vous voulez. ou simplement des réactions par rapport à ces autrices qu'on a développées. Et donc la première question nous vient de alors M Michel, Monsieur Michel, je ne sais pas, qui nous dit bonjour, publiez-vous seulement des autrices? Et si oui, est-ce un choix ou bien est-ce dû à une éventuelle invisibilisation de leurs œuvres au profit de celles d'hommes dans les choix de traduction qui ont été faits en France par le passé? C'est intéressant comme Très question. intéressant. Alors, non, on ne publie pas que des hommes, mais on avait choisi pour Que des l'axe que des hommes. On a choisi pour voilà, pour le sujet de notre PowerPoint de nous focaliser sur les femmes. Quand on pense à la littérature jeunesse, elle a quand même été très formée, influencée, impactée par les femmes quand on pense aux auteurs ou autrices les plus connus aujourd'hui et dans le passé. Il y a énormément de femmes, en fait, donc ça nous semblait être intéressant comme sujet de conversation. Effectivement, également parce que souvent, voilà, elles ont été, il y a ce côté, il faut qu'on, voilà, par exemple, Edith Nesbit qui s'est fait appeler E. Nesbit pour justement Ah, éviter, voilà, pour laisser planer le doute sur une femme ou un homme, comme J.K. Rowling l'a fait bien des années plus tard. Donc il y a aussi, c'est effectivement ce côté. Les éditions nouvelles, on s'intéresse de manière générale euh, aux auteurs et autrices, aux œuvres phares américaines, britanniques, peut-être d'autres pays anglophones, même si pour l'instant on s'est concentré sur la Grande-Bretagne et l'Amérique. Notre recherche est vraiment plus sur des œuvres phares inconnues ou méconnues en France. Et là, c'est juste le sujet du PowerPoint, c'était plutôt les femmes, quoi. Mais on a aussi, du coup, enfin, voilà, si vous venez nous rendre visite au stand ou si vous regardez notre catalogue, vous trouverez plein de livres écrits aussi par des hommes. lesquels? Alors, il y a les Hardy Boys, Ah oui. qui a été écrit donc par, en fait, Franklin W. Dixon est un pseudonyme de plusieurs auteurs, mais qui étaient tous des auteurs, voilà, des auteurs hommes, voilà. Il y a aussi une série qu'on va publier prochainement qui s'appelle La famille Hollister, donc The Happy Hollisters, qui a été écrit par Jerry West, qui est là aussi un pseudonyme, mais d'une seule personne, Andrew Svensson. The Happy Hollisters, la version, elle a été publiée en France il y a plusieurs années sous le nom Les Joyeux Jolivets, donc ça vous parle peut-être. Euh, voilà. Ouais, C'est vrai qu'on a beaucoup de femmes au c'est catalogue, vrai, mais c'est mais bon, intéressant. on en est content. En plus, il y a eu cette série Voilà, on a aussi une collection Les Vintage Sisters. Les Et Vintage là, pour le Sisters. coup, ça mettait vraiment en avant, à l'honneur, les femmes, les autrices et leur création féminine. Et féministe. Enfin, pour le coup, il y avait un Voilà, il vrai y avait écho vraiment. sur la condition des femmes. Ouais. À l'époque, il faisait un écho à la condition aujourd'hui qui était particulièrement intéressante. Euh, voilà, il est 33, je crois que nous avons jusqu'à 45. J'ai cru entendre à un moment une prise de parole, mais peut-être pas. Non. En tout cas, Keren, parmi toutes les autrices là qu'on a développées, dont on a parlé aujourd'hui, est-ce qu'il y en a une que tu préfères sans faire de classement évidemment parce que ça serait dommage, mais juste est-ce qu'il y en a une pour toi qui sort du lot, qui est plus intéressante, qui est plus importante par rapport à bon, l'influence, c'est peut-être pas forcément le critère, mais en tout cas qui pour toi a eu le plus d'importance à la fois. Ouais, il y a une autre question. Mais pour te